Salut les truquistes, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous expliquer le matériel de tournage qu'on utilise, que ce soit pour les truquistes ou pour des courts-métrages. On va vous parler de nos boîtiers, nos objectifs, nos stabilisateurs, voilà. Du coup, nous on utilise 3 boîtiers, mais surtout celui-ci qui est le Sony A7S II. Par rapport aux deux autres, il fait du 4K et il fait du 120 images en 1080p. Il a aussi une très bonne sensibilité en basse luminosité. Ça permet de tourner quasiment dans le noir et de voir quand même quelque chose avec pas beaucoup de grains. On a tourné le court-métrage Odonata juste avec la lumière de la bougie. On a l'impression qu'il y a des spots qui éclairent la scène, donc c'est assez incroyable là-dessus. L'avantage aussi par rapport aux deux autres, c'est qu'il a le Log 2 et Log 3. Qui permettent d'avoir une plage de diaph assez conséquente. Si on tourne à l'intérieur, ça ne sera pas surexposé à l'extérieur au niveau des fenêtres, alors qu'avec les deux autres, ça sera complètement exposé, on verra rien du tout. Et il y a aussi l'écran qui pivote. Dans la même gamme, chez Canon, il n'y a pas ça, donc c'est quand même son petit avantage. Niveau prix, c'est pas spécialement donné, mais par rapport à ce qu'il apporte, je trouve que ça a quand même un rapport qualité-prix vraiment très très bon. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux au final. Par rapport à ce que propose Canon, pareil dans la même gamme, Canon est en dessous. Ouais, le Canon est largement en dessous. Maintenant, c'est un peu l'heure de gloire de Sony, alors qu'avant, c'était Canon. Quand on a besoin de tourner à plusieurs caméras, on utilise le 6D Mark 1 et le 5D Mark 2. Le 5D Mark 2, c'est le premier qu'on a eu de boîtier, donc il est un peu vieux, mais il fait son chemin. Voilà, mais il arrive à tenir par rapport aux deux autres. Pour ceux qui se posent la question si c'est possible de mélanger les images d'un Sony et les images des Canon, c'est possible. Tout se joue en post-prod sur l'étalonnage, voilà, sur les contrastes et les luminosités. Sachant que du coup on met le Cinestyle sur les deux là, pour essayer de se rapprocher d'un log, mais bon, il y a quand même une énorme différence de contraste, même avec ça. Du coup après, en termes d'objectifs, on a un peu ce qu'on appelle les objectifs des riches et les objectifs du pauvre, tout simplement parce que c'est pas du tout la même gamme de prix. Par exemple, on a 2,50, on a un 50 qui ouvre à 1,4 et un 50 qui ouvre à 1,8. Celui-là, il est quasiment autour de 100 € et celui-là autour de 350 €. C'est pas du tout la même chose. Là où ça se ressent, c'est au niveau des matériaux, ça c'est du plastique. La bague de mise au point fait beaucoup de bruit. Ça se ressent au niveau du point aussi. Après, on a celui qu'on utilise tout le temps, il est très très polyvalent et de très bonne qualité. C'est le 24-105 qui ouvre à 4 de diaph. Ça permet vraiment d'avoir une polyvalence au niveau des images. Et après, en autre objectif du pauvre, on a le 70-300. Pas stabilisé, mais qui peut faire macro. Qui est pas stabilisé, oui, c'est ça, c'est que celui-là est stabilisé et tout le reste ne sont pas stabilisés. Donc pareil, c'est un avantage quand même quand on est à la main. Après, l'astuce aussi pour avoir des objectifs macro sans grosse dépense, c'est ces bagues là. Il y a plusieurs niveaux en fait de degrés de macro et ça permet de mettre sur un objectif qui n'est pas macro à la base et de le transformer en macro. C'est un bonus dans le sens où ça coûte vraiment pas cher. J'ai payé ça 20 €, donc sachant qu'un vrai objectif macro ça coûte très très cher, on s'en sort plutôt bien. Donc tout ça en fait c'est des montures Canon, donc EF, et du coup on a deux bagues d'adaptation pour adapter sur le Sony qui est une monture E. On a la bague classique, voilà, qui est pas trop chère, et ensuite on a une bague électronique. Donc ce qu'elle permet en plus, celle-ci, c'est de pouvoir gérer le focus, le rec et le diaph à distance. Donc ça va avec la télécommande, et ça par exemple on peut le monter sur le Ronin, et on va gérer avec ce bouton la mise au point. Ensuite on a le diaph derrière, et ici le petit rec. Donc ça permet de gérer le Ronin avec un seul opérateur et de pas devoir faire des manipulations à la con. C'est plutôt facile, ça coûte un peu plus de 300 €. C'est un coût mais ça a ses avantages. Ça a ses avantages, surtout que du coup un vrai follow focus HF ça coûte quasiment 2000 €. Donc là on a pour beaucoup moins cher la même chose. C'est pas aussi précis, mais ça dépanne et c'est vraiment très utile. Petite chose qu'on a oublié de vous dire pour le Sony A7S II comparé au Canon, c'est que la batterie elle s'épuise vachement vite. Achetez des batteries de Sony. Voilà. Faut au moins en avoir 4 pour durer une journée, facile, parce que c'est vrai que ça part très vite. Comparé au Canon où vous pouvez au moins faire une bonne demi-journée avec, bah là au Sony il faut passer au moins 2 batteries par demi-journée. Autre inconvénient par rapport au Sony A7S II, c'est que vu qu'il est très sensible, même si on ferme des fois le diaph à fond, il y a encore beaucoup de lumière qui passe, surtout en log, vu qu'on est obligé d'avoir des ISO assez élevés. Et du coup, il faut investir dans un petit filtre ND variable, par exemple. Donc sur Amazon, ça se trouve pour vraiment pas cher, et c'est indispensable avec le Sony A7S II en tout cas. On ne voit plus le truc. Donc ça c'est notre slider, il fait 120 cm, il est assez grand et on l'utilise souvent pour apporter du mouvement dans nos images. Là récemment on l'a utilisé pour l'éphémère.
pour créer du mouvement dans nos images. Ça rajoute aussi pas mal de dynamisme sur nos montages, créer des parallaxes. Moi je vous le conseille, 120 cm c'est déjà une bonne taille. Dessus on a mis une rotule assez simple et des rotules beaucoup plus chères et beaucoup plus cool à mettre dessus. On te fait chevalier de la table. Donc on utilise aussi souvent un chat. On utilise souvent un chat parce que tout simplement, en général, comme stabilisateur, touche ta tête. Donc il y a un moment, en fait, on voulait se construire un travelling, mais on s'est vite rendu compte que ça allait être galère d'un point de vue logistique, surtout à transporter et tout. On a plutôt opté pour le Ronin, qui est un stabilisateur électronique, du coup, qui marche avec des moteurs. Donc ça permet d'avoir quasiment le même résultat et de faire en sorte que la caméra, on a l'impression qu'elle vole. C'est un mouvement de fluidité, ce qui est vachement cool, surtout pour tout ce qui est plan séquence, long plan en fait, qui s'instaure dans la durée. Maintenant, ils font des formats un peu plus petits comme le Ronin Medium, qui sont un peu plus adaptés pour tout ce qui est DSLR, comme justement les Canon 5D, 6D et la 7S. Mais bon, celui-là, c'est le tout premier et il permet d'avoir une Blackmagic ou une RED par exemple dessus, donc c'est quand même assez utile. L'avantage d'un Ronin, c'est aussi qu'il peut être piloté avec 2 opérateurs, donc il y en a un qui le tient, et le deuxième qui sera à distance avec la télécommande et qui va pouvoir manipuler du coup l'inclinaison, le tilt et tout ça. Et du coup, la fameuse télécommande de la bague électronique qui fait follow focus, on la met de ce côté-là, donc ça permet d'avoir vraiment les 2 poignées, et d'ici, pouvoir contrôler la mise au point, le reg et tout ça. Donc ça permet de faire beaucoup de choses en étant tout seul. Et la batterie dure très très longtemps, donc c'est quand même un bon avantage. Et voici le drone. Oui, donc on l'utilise malheureusement pas souvent. Dans les courts-métrages, on n'a pas besoin de plan drone et c'est dommage d'en insérer un pour dire d'en insérer un. On a un Phantom 3 avec 2 batteries, ça nous permet de faire quand même de temps en temps des beaux plans aériens, des plans de paysage et tout ça. Je l'ai pas mal utilisé pour Donata. On l'a pas du tout utilisé pour d'autres courts-métrages en fait, quasiment. On a utilisé pour Truckist pour faire le plan de la boule de feu qui arrive au-dessus de moi. Voilà. Donc c'était juste pour un plan qu'on voit même pas un dixième de seconde, mais on s'en est servi. Mais ça fait son effet aussi. DJI, franchement, ils font des super bons drones. Enfin, c'est incroyable, je trouve, par rapport au prix. C'est très très bien fait. Donc c'est livré avec une caméra qui filme en 4K. C'est de la très bonne qualité, je trouve ça vraiment meilleur qu'une GoPro, donc voilà, ça a son avantage. On pilote à distance avec la télécommande qui permet d'accrocher un iPad, et grâce à une application qui est gratuite, on peut voir en direct ce que voit le drone. Parce qu'avant on avait un premier drone sans retour vidéo, et en fait on ne peut pas en faire grand chose parce que ça devient très très vite galère. Tout simplement. Donc là, grâce au retour vidéo, ça permet de faire quand même beaucoup de choses. Les trucs qui sont un peu fragiles, c'est les hélices. Il s'est déjà pris quelques arbres plusieurs fois. Grâce à plein de petits capteurs, il se stabilise tout seul, il compense en fait la poussée du vent et tout ça, donc on va le voir dans les airs, il va forcer. Et grâce à la stabilisation de la caméra, qui est en fait un mini Ronin entre autres, et on a l'impression des fois que c'est une photo alors qu'il filme quoi, donc c'est assez incroyable là-dessus. Niveau autonomie, on a à peu près 20 minutes par batterie, ça dépend aussi des conditions météo et tout ça. S'il y a beaucoup de vent qui force énormément, la batterie va se vider beaucoup plus vite. Mais voilà. Et voilà, on vous a montré globalement tout ce qu'on utilisait pendant nos tournages. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à nous suivre. À la prochaine.